On repart les amis. Alors restons sur ces questions. Alors effectivement, ça c'était pendant qu'on était en vacances, enfin en tout cas moi. L'histoire donc autour de l'immigration de travail. Je pense que vous avez suivi ça, hein, les métiers en tension, la polémique autour d'une régularisation massive, la réponse de Darmanin et de Dussopt, le ministre du Travail, non, ce sera au maximum quelques milliers de personnes. Si c'est ça, alors à quoi ça sert? Bref, je referme la parenthèse. Est-ce qu'on est devant un changement de logique en matière d'immigration de travail, révision de la procédure de régularisation par le travail, puisque aujourd'hui, il faut faire la preuve d'une présence donc irrégulière, hein, depuis au moins 5 ans en France et d'une activité, plus ou moins régulière elle aussi, c'est quand même l'absurdité du système, sur au moins 12 mois. Est-ce qu'on est en train de changer de logique en matière d'immigration de travail? Et est-ce que c'est une solution? Attention surtout à ne pas mélanger les sujets. Vas-y. Il y a un sujet qui est le nombre de réfugiés, demandeurs d'asile, clandestins, qui sont dans la nature en fait, et qui serait estimé, je crois, à 700 000. C'est peu ou beaucoup selon qu'on voit les choses, c'est peu si on rapporte à la population générale. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a dit pas grand-chose, parce que c'est beaucoup si on observe qu'ils sont concentrés dans 2 ou 3 métropoles. Ouais. 700 000 personnes sur 2-3 métropoles, ça fait quelques problèmes. Avec les problèmes de gens extrêmement pauvres, de violences, de problèmes sanitaires. De travail au noir, je crois que c'est Dussopt ou Darmanin qui parle de l'armée de réserve du capital. L'insécurité qui n'est pas qu'un sentiment d'insécurité, etc. Donc ça, c'est un sujet en soi, c'est un sujet régalien, c'est le fait que on n'a pas de... on a un problème aux frontières, et puis on a une pression migratoire très très importante de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ça, c'est un sujet en soi. Et c'est ce sujet-là qui pose problème politiquement. Et il y a un autre sujet qui est la question de la gestion économique de l'immigration. Et là, la France, de ce point de vue-là, c'est plutôt le contraire. Autant on a beaucoup de clandestins ou de déboutés du droit d'asile qui sont dans la nature et qui ne sont jamais reconduits à la frontière, on s'en est aperçu il y a quelque temps, autant on a peu d'immigration économique. Au sens choisi économique de personnes qui viennent en France, soit pour étudier et ensuite travailler chez nous, soit directement pour travailler chez nous, parce qu'ils ont des qualifications adaptées et qui correspondent aux besoins de l'économie française. Voilà. Et là, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Alors, je me rappelle d'une étude du CAE sur le sujet qui date de 2021, qui montrait que l'immigration donc, de travail en France était faible, en pourcentage de la population active, qu'elle était très peu qualifiée. Ouais, c'était l'année dernière. Hein. Voilà, par rapport à ce que font en particulier les pays anglo-saxons, qu'elle était peu diversifiée, c'est-à-dire qu'en gros c'est uniquement l'Afrique, quasiment. Alors vous allez me dire, c'est un peu... C'est l'Afrique qui est pour bosser sur les chantiers, quoi, pour résumer le truc. C'est géographique, et avec un très faible taux de rétention des étudiants qui sont formés en France. Donc des étudiants qui sont formés en France, en partie, quand c'est l'université, en partie quand même sur finances publiques, qui sortent de là en connaissant le français, en ayant des compétences non seulement professionnelles, mais qui connaissent le français, et qui disparaissent parce que, d'abord, on ne les retient pas, on ne fait rien pour les retenir. Il y a des conditions de salaire minimum, des conditions de délai pour trouver un travail. Et donc on est très perdant sur tout un tas de sujets. Et j'ajoute, Bertrand, et sans doute que aussi, les conditions que tu as décrites au début, celles avec lesquelles tu as commencé, c'est-à-dire l'immigration illégale, les conditions font que le débat se mène sur un tel ton je comprends tout à fait des gars qui disent mais on va pas rester là, on ne sait pas ce qui va se passer pour nous demain. Les conditions pour avoir un débat sur le sujet qui est un sous-ensemble, qui est le sujet de l'immigration économique et comment la France optimise l'immigration économique dans un univers où il y a une compétition internationale des talents, c'est un sujet qui est un sujet en soi, mais qui est totalement pollué par l'autre sujet, le sujet de préoccupation des Français, qui est en fait l'immigration non choisie, non économique, parce qu'ils ne viennent pas chez nous pour des raisons fondamentales. Enfin, quand on dit... mais on a compris. Immigration économique, ça peut se voir. Voilà, bien sûr, ils viennent pour des raisons pour eux qui sont en partie économiques, souvent. Tout à fait. Mais vu de l'économie française et de l'intérêt de l'économie française, effectivement, il n'y a pas forcément intérêt à avoir ces personnes. Donc, en fait, le débat proprement économique est complètement pollué par un débat évidemment hystérisé sur la question de l'insécurité et du lien entre les clandestins et l'insécurité. C'est évidemment pas l'ingénieur tunisien en informatique qui pose généralement des problèmes d'insécurité. Montrons aussi, parce qu'il y a eu donc l'index mondial de compétitivité des talents,
qui est réalisé par, je ne sais plus qui, j'ai oublié de le noter, tu sais ça, Erwan? Je ne sais plus, un grand cabinet de consulting. Et donc, en gros, l'idée, c'est, alors quand même, une bonne nouvelle, parce qu'on pouvait commencer à en douter. On forme toujours bien les élites, les grandes écoles sont toujours efficaces. L'université, quand elle bosse toujours efficacement. Mais effectivement, on a beaucoup de mal à les attirer. Et en termes d'attractivité, on n'arrive pas à progresser. Comment est-ce que tu vois cette question, Erwan? Et est-ce que, au-delà du tableau que dresse Bertrand, on a un réel problème de compétences? On voit qu'il y a, alors je crois que c'est l'UMIH qui, c'était l'année dernière, passe des conventions avec des pays précis, notamment avec la Tunisie, pour essayer de faire venir des gars. Ça ne marche pas. Ça se fait cet été. Non, je crois que c'est Sur la Côte d'Azur, il y en a quelques-uns qui ont été sauvés grâce à ça. Ouais, enfin, je crois que c'est quelques centaines de gars qui viennent, quoi. Tu vois, il y avait eu des infirmières espagnoles à la grande époque. Enfin, à chaque fois, c'est des trucs qui ne marchent pas parce que tu sens bien que le climat général n'est pas forcément accueillant pour l'ensemble de ces gens-là, même s'ils viennent créer de la richesse chez nous, quoi. Ce qui est paradoxal, parce qu'en plus, ce qui est paradoxal, c'est la discussion entre l'économiste et le politiste ou le politologue ou le sondeur, on va dire. L'économiste te dira, je pense presque d'un point de vue unanime, que l'immigration est une chance d'un point de vue économique. Hippolyte Dalbis a fait beaucoup de travaux là-dessus qui sont limpides et qui sont reconnus internationalement, qui montrent que, quoi qu'il arrive, c'est une chance. Après, effectivement, dire ça aujourd'hui dans un pays où le Front National est à 30%, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce qu'il faut que tu le montres, il faut que tu le prouves et puis il faut que tu l'expliques. Après, on a aussi comment est-ce qu'on pourrait nous agir? Il y a un problème effectivement de profils qu'on importe. Bertrand l'a très bien dit, la note du CAE l'année dernière, 40% des gens qui viennent en France pour des raisons économiques ont un niveau inférieur ou égal à celui du brevet. Donc ça pose un souci. Le taux d'emploi des personnes immigrées, des personnes étrangères, est de 56%, si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près 10 points de moins que la population française et c'est surtout 15 points de moins que les populations étrangères dans la moyenne dans l'OCDE. Donc déjà, il y a un vrai problème là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème aussi d'intégration lié à la formation. Et je pense que la petite phrase de M. Darmanin que j'ai vue quand il était au Sénat, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, vous inquiétez pas, ils viennent pour répondre à une demande conjoncturelle. Le jour où la demande n'a plus besoin d'être satisfaite, on les renvoie chez eux. Je trouve qu'elle est à la fois déjà profondément scandaleuse, mais extrêmement révélatrice de l'imaginaire qu'on a par rapport à l'immigration. L'Allemagne, par exemple, n'a pas du tout ce projet. L'Allemagne, 70% de taux d'emploi pour les personnes étrangères, avec pourtant des masses qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a nous en France. De se dire, tu te rends compte, tu vas dire, viens chez nous bosser, viens chez nous servir les plats cet été pour sauver le resto étoilé au bord de Nice, sur la Riviera. Par contre, l'année prochaine, il n'y a plus besoin, tu rentres chez toi. À partir de là, tu peux rien construire en termes de politique. Tu vas attirer, quoi, en plus. Enfin, rien du tout. Évidemment. Ou alors des gens qui connaissent effectivement le système et qui vont se dire, j'aurai peut-être une OQTF, mais je resterai sur le territoire parce que je connais des filières, parce que je peux me faire héberger, etc. Donc en fait, avec ce genre de phrase-là, qui est juste là pour flatter une partie de l'électorat, tu casses complètement ton incitation à l'attractivité. Juste un dernier point, parce que c'était le sujet de ma chronique dans l'opinion lundi dernier. Ce qui est l'un des sujets aussi, est que, au-delà des extrêmes, les partis politiques du centre ou de parlement ou de gouvernement, je ne sais pas comment les appeler, on parle extrêmement mal de l'immigration économique. Et en fait, ça rejoint le discours de ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de redistribution. Parce que tout le sujet de la redistribution, c'est qu'on a une vision malthusienne de l'économie. Et en matière d'immigration, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on entend un certain nombre de responsables, et notamment de droite récemment, dire on ne peut pas accueillir des immigrés en plus parce qu'il y a quand même déjà assez de chômage en France, c'est que soit ils n'ont jamais vu une équation de croissance, soit ils ont une vision profondément malthusienne de l'économie. C'est-à-dire en fait qu'il y a une table et donc soit on fait des parts plus petites, c'est les 35 heures, soit on interdit aux gens de venir à table. D'accord? Et donc on a cette logique-là. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'effectivement, là, je vais me permettre une petite critique. Ta pensée à l'oral est plus claire qu'à l'écrit, parce que en gros, tu disais, LR valide les 35 heures. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Plutôt dire qu'ils étaient cohérents, ils devraient valider les 35 heures et les pré-retraites. En disant, d'ailleurs, c'était plutôt à un moment la droite qui les avait poussés. Mais mais il y a une profonde incompréhension de la façon dont fonctionne l'économie. Il peut y avoir d'autres raisons non économiques pour s'opposer à l'immigration qui sont légitimes et dont on peut débattre. Par contre, dire que pour des raisons économiques, il faut qu'il y ait moins de gens qui viennent en France, que ça va nuire à la croissance, il y a quelque part un problème de compréhension. Et pour prolonger ce qu'on disait à l'instant, il y a cette immigration de personnes peu qualifiées, mais il y a aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, l'immigration des personnes qualifiées, ou faire venir des étudiants étrangers en France. Aujourd'hui,
ils viennent relativement peu. Ceux qui viennent, en fait, plutôt les meilleurs au monde, ils viennent pas en France. Voilà. Ils vont aux États-Unis, etc. clair. Ils ont les meilleures universités mondiales. Quand bien même c'est un pays qui est compliqué. Là, ils vont un peu moins aux États-Unis. Hein. Enfin, Oui, juste, je me c'est permets vrai. juste une Bien petite sûr. par rapport à ce que je disais sur le climat général du pays, le climat général évidemment. du débat. Assez clairement, les États-Unis sont en train de reculer au profit de la Suisse ou de Singapour, par exemple. Et Trump leur a fait beaucoup de mal à cet égard. Mais je crois, je ne sais plus quel membre du gouvernement élu a tweeté récemment, une fois que Elon Musk a annoncé les licenciements des ingénieurs de Twitter, en disant venez en France, on est un pays hyper attractif. Mais c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, ces ingénieurs-là, quand ils viennent en Europe, c'est un expert du secteur qui me disait ça, il me dit ils vont en Grande-Bretagne, ils vont en Suisse, effectivement, et je crois à Zurich, c'est extraordinairement dynamique, mais ils viennent pas en France. Et on a là un sujet qui rejoint à nouveau ce qu'on disait tout à l'heure, la compétitivité, la concurrence, etc. Il va falloir que pour demain, je trouve des trucs un peu marrants à raconter parce que on est pas au mieux. La prochaine étape, c'est le truc marrant, c'est la révolution. Comment on fait la révolution à partir de maintenant? Mais non, mais c'est un boulot de consultant. Pendant la pause, Erwan Tison nous expliquait que les consultants juniors débarquaient et c'était le bizutage du consultant junior, la réforme de l'État. Donc voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la réforme de l'État, on sait ce qu'il faut faire. Ouais. On sait ce qu'il faut faire. J'ai eu l'immense honneur en 2007 d'être rapporteur de la commission Attali. On reprenait déjà les travaux de la commission Cantu. Mais t'avais quel âge, Erwan? J'avais 12 ans. Tu sais, c'était le grand capital. Ah oui, c'est ça. C'était le travail des enfants, dis donc. Commission Attali. Ouais. Mais déjà à l'époque, il y avait les mesures, et que d'ailleurs Macron a actualisé. Certaines étaient déjà dans le rapport Rueff-Armand. Absolument. Exactement. Notamment toute l'histoire des taxis. On sait ce qu'il faut faire. La question, le vrai sujet, c'est comment on le fait. Et là, tout de suite, les politiques travaillent moins. Tu vois, juste un tout petit point sur l'attractivité. On avait travaillé sur la question de l'attractivité en point de vue des IDE. Pas des personnes, mais des investissements. Investissements directs étrangers. Investissement direct étranger, les IDE. On se posait la question, comment ça se fait qu'en France, les IDE, il y a eu un petit soubresaut depuis 2017 qui est là, purement un effet Macron. Ça a été purement un effet flat tax Macron. Mais comment ça se fait qu'on reste vachement plus bas que l'Allemagne, la Suisse, l'Italie? C'est vrai. Ah si. Et ben en fait, on avait trouvé que... Attends, moi j'ai le baromètre EY tous les ans. Là, moi, je te parle des données OCDE, observables sur le terrain depuis 1964. Bon, d'accord. La France reste un pays qui attire beaucoup moins les autres. Je m'incline devant le directeur des études. Non, mais je t'enverrai l'étude. Après, peut-être qu'on s'est totalement trompé, ça nous arrive. Non, mais c'est vrai, Erwan, que c'est pas du tout ce que dit EY. Je sais, tu sais, c'est au moment du sommet de Choose France. Mais en même temps, c'est peut-être une opération. Il y a deux choses. Effectivement, il y a l'effet valeur et l'effet volume. Bah oui. En termes d'IDE. Et le problème, c'est que nous, on a un gros problème d'attractivité parce que l'OCDE nous classe comme étant un pays protectionniste. C'est-à-dire que si tu veux, sur les restrictions qui pèsent sur les IDE, alors tu as 9 critères, et ben en fait, la France est beaucoup plus restrictive que le UK, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, en termes, tu sais, le fait que le gouvernement veut se mêler de la prise de participation à partir de temps et temps de centaines de milliers d'euros, la nationalité des dirigeants, etc., qui font qu'en fait, on est vu aujourd'hui comme un pays extrêmement protectionniste. On est au-dessus de la moyenne en termes d'indice de rétention protectionniste. Donc du coup, ça explique aussi, tu vois, on revient aussi au début, parce que le gouvernement, parce qu'un ministre, quel qu'il soit, se dit, moi je veux avoir mon mot à dire sur tel et tel investissement, sur tel et tel gigafactory qui vient chez moi, sur les conditions, sur le nombre d'impôts qu'il va payer, etc. Et ben en fait, tu repousses pas mal de talents. Et on revient toujours au même. Mais là encore, on sait ce qu'il faut faire, mais ça voudrait dire retirer du pouvoir à Bercy, retirer du pouvoir aussi à ces commissions transministérielles. Et ça, aujourd'hui, c'est hors de question. Rajouter quelque chose? C'est un projet libéral. Combien de temps il reste? Vous avez, alors peut-être pas, je ne sais pas si vous avez des trucs à dire là-dessus sur le dossier automobile qui moi me passionne, mais peut-être pas vous. Donc, vous avez sans doute suivi ça, Thierry Breton qui... Là-dessus, moi, je vais quand même vous soumettre la question, parce que je ne sais pas à quoi penser. Donc, vous avez suivi un petit peu les différents épisodes. D'ailleurs, on en parlait au moment du Mondial de l'automobile. L'Europe très allante pour sortir l'ensemble des moteurs thermiques atmosphériques d'Europe dès 2030 ou 2035. Les constructeurs qui, au moment du Mondial d'ailleurs, Carlos Tavares en tête, disent « Vous êtes fous, vous êtes en train d'ouvrir grand les portes à la Chine, qui là-dessus a des coups d'avance qu'on n'aura pas le temps de rattraper. » Et Thierry Breton, qui est quand même commissaire à l'industrie, qui sort du bois donc à la fin de la semaine dernière et qui dit oui effectivement on a un problème. Alors il donne des chiffres, il faut quand même nos objectifs là pour les remplir, il faut 15 fois plus de lithium, 15% de production électrique en plus sur le territoire de l'Europe, 7 millions de bornes de recharge alors qu'il n'y en a que 350 000 aujourd'hui. Donc, dit-il, clause de revoyure en 2026
et on va voir si tout ça est bien raisonnable. Et pourquoi est-ce que je me gratte la tête? Parce que je me dis quand même que... Enfin, c'est peut-être pas un très bon message à envoyer aux industriels. Non, c'est clair. La clause de revoyure. Ouais, oui, j'étais un peu dans l'idée. Tu as peut-être un truc de programme Apollo. Si tu veux, si tu es vraiment focus dans cette histoire-là, Imerys qui ouvre des mines de lithium, personne vient leur chercher des noises, ils ouvrent leurs mines de lithium, les gars qui veulent le faire en Alsace, etc. Tu vois, tu tends tout l'appareil de production dans cet objectif et tu gagnes quelque chose. Là, tu vas rester avec... finalement, avec tes coups de retard sur les Chinois. Je suis pas... Vas-y. Je suis pas assez... calé sur le secteur pour savoir si cette décision de 2035 est gagnante ou pas économiquement. Bon. La certitude que j'ai, c'est que c'est une décision absolument politique, dont l'impact sera gigantesque. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle sera plutôt négative ou plutôt positive, mais elle est absolument gigantesque. Elle n'a pas été anticipée. Et je pense que se poser un petit peu pourrait être une bonne chose. Bon, sachant que tu parles du programme Apollo, mais là il y a quand même des sujets qui sont extérieurs et qui ne dépendent pas de nous. Hein, c'est-à-dire notamment l'accès aux matières premières. Mais justement. Voilà. Et le lithium, on ne va pas l'inventer. Non, mais tu vas le chercher. Mais il est partout. Il est partout, tu sais, Bertrand. Il est partout. Mais à quel prix d'extraction? Il faut aller le chercher. Tu connais le prix d'extraction? Alors c'est très bien si on a... voilà. Donc, alors je ne parle même pas, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, des conséquences sociales potentiellement catastrophique, non, pas cataclysmique du prix, de l'augmentation des prix des voitures, mais on peut avoir des gilets jaunes pour moins que ça. Bon, voilà. Donc non, mais je suis sceptique. Thierry Breton sur je suis sceptique. J'ai pas de certitude. Je suis juste sceptique et je pense que la nature de cette décision est totalement politique. Les conséquences économiques et sociales n'ont pas été suffisamment analysées et donc avoir une clause de revoyure me paraît être une bonne idée. Voilà. Il y a plein d'incertitudes dans ce dossier. Non, on est d'accord, voilà. Mais à un moment... Voilà. On vient de passer 43 minutes passionnantes à se dire qu'on était quand même pas au mieux. Si tu as une ambition quelque part... Vas-y, Erwan. Mais je ne connais pas bien le secteur automobile, mais donc j'ai effectivement suivi les débats récents et je rejoins absolument ce que disait Bertrand. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt l'impression que cette clause de revoyure, c'est pas contradictoire avec le plan Apollo dont tu parlais. C'est où la mission, c'est de dire au secteur... Allez-y à fond. Par contre, on entend qu'on a peut-être été un peu trop loin dans nos ambitions. Et donc, si ça n'est pas concrètement, si on est certain qu'on n'y arrive pas, on pourrait reprendre une respiration. Ben, il y a quand même, moi, je prends un autre secteur que je connais bien, le secteur agroalimentaire, la politique Farm to Fork, par exemple. Voilà. Là, elle a été évaluée. Hein, on sait que ça va détruire de l'emploi, que ça va détruire des capacités de production. Et pour le moment, il n'y a pas de clause de revoyure, alors que tout le monde aimerait bien qu'elle arrive. C'est quand même J'ai entendu partout qu'elle était mise aux oubliettes. Elle n'est pas complètement mise aux oubliettes encore. Hein. C'est quand même elle est de fait moins présente sur le devant de l'agenda. Donc pour résumer, c'est agriculture raisonnée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Exactement. Voilà. Et les sources et les études d'impact de la Commission elles-mêmes disent que ça va conduire à une augmentation des prix, une baisse de la production et une augmentation... la perte de souveraineté alimentaire. Exactement. Donc, l'inverse de ce qu'elle veut produire. Tout à fait. Donc, dans le secteur automobile, a priori, c'est pas ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc, c'est peut-être pas mal qu'à un moment, on se dise qu'on va faire juste un bilan d'étape, de savoir si on a été capable de le faire ou non, et puis si on n'a pas été capable, pourquoi. Tu le fais en 2026, ton bilan d'étape, c'est pas sérieux. Tu vois. Mais c'est politique, à la limite, aussi. S'il nous avait dit la clause de revoyure en 2030, pourquoi pas. Mais 2026, ça veut dire qu'il veut enterrer le truc, Thierry Breton, point. Je sais pas si... Mais enterrer, il peut aussi considérer qu'on n'a pas aujourd'hui, en 2022, les éléments probants qui permettent de penser qu'on n'est pas sûr de ne pas aller dans le mur. Oui, non, mais je t'entends. Et c'est des sujets quand même très importants. On parle beaucoup de l'emploi, mais je persiste à penser qu'il y a aussi une question de souveraineté et une question sociale, de pouvoir d'achat, d'accès à la mobilité. Ouais. Là encore, qui ne va pas concerner les Parisiens qui ont des transports en commun, mais qui vont concerner toujours les mêmes. Voilà. Et donc, je pense que ça nécessite qu'il y ait un débat et des études un peu plus sophistiquées. Et aussi l'évolution de la Chine. Où va la Chine? Comment on va pouvoir avoir accès aux terres rares? Enfin, il
il y a plein d'incertitudes qui nécessitent qu'on se revoie peut-être dans quelques années. Erwan, je dis juste d'un mot d'ailleurs, parce que ça m'avait intéressé, le sujet... pour moi, ça a été le seul truc vraiment intéressant de la campagne présidentielle, c'est l'histoire du leasing, là. La voiture électrique à 100 €. Et en fait, il n'y a rien dans le budget qui permet de penser que Macron a envie de mettre cette idée en place. Donc voilà. Ça va dans ton sens. Non, mais ça va dans ton sens. Sans finances publiques, pourquoi est-ce qu'il faudrait subventionner le leasing Ça peut... Non, si, ça doit se faire avec un petit peu de subvention. Si tu veux arriver à la voiture... Si tu veux arriver à un coût... Ah bon, d'accord. En gros, l'idée, c'est que le coût voiture plus consommation d'électricité soit égal au coût actuel moteur atmosphérique plus consommation d'essence. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Pardon, parce que je ne connais pas assez bien le sujet, mais c'est quand même... C'est pas crédible, ça. Enfin, tu peux pas dire on va développer un secteur à condition qu'il soit subventionné. Non, c'était pour répondre. Non, c'était intéressant la logique de Macron. C'était pour répondre à ce que disait très justement Bertrand, qui est de dire aujourd'hui, si tu vas à fond sur la voiture électrique, tu prives de mobilité tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Exactement. Donc c'est évidemment un truc que tu fais sous condition de ressources, et tu dis, on met en place avec les banques étant d'ailleurs les premiers propriétaires aujourd'hui de flottes automobiles électriques. Ils savent quand même très très bien faire l'ensemble de ces systèmes. On met en place un système intelligent où tu arrives à t'y retrouver avec une voiture électrique par rapport à un moteur atmosphérique et tu mets de la subvention. On est au cœur, en fait, du sujet de la transition énergétique. Si tu prends un tout petit peu des 27 milliards que vont te rendre en ce moment ceux qui font tourner les éoliennes pour financer un truc comme ça, je crois que ça tient la route. Mais voilà, je crois que ça tient la route. J'insiste quand même sur encore une fois, ce sujet n'est pas qu'économique, ce n'est pas qu'un sujet d'emploi. Alors Thierry Breton, très habilement, met l'accent sur la question de la reconversion des salariés, qui est problématique, etc. Mais ça, à la limite... c'est pas vraiment le problème. C'est-à-dire que... C'est la vie de l'économie. Voilà, oui, non, mais je veux dire, il n'y a plus de maréchaux ferrants. Voilà. Donc, ça va se faire. Voilà. Et après, là, on peut mettre de l'argent public pour limiter la casse, etc. Moi, le problème que je vois, c'est plutôt la question de la souveraineté. Imaginons qu'en 2026, on soit en guerre avec la Chine. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous. Mais justement, Bertrand, il est embargo. Mais tu en auras besoin du lithium. Il est temps d'aller le chercher. C'est-à-dire, moi, c'est ça mon point. C'est qu'il est temps de se bouger très sérieusement. Donc, enfin, ça, on le dit depuis. Je suis pas géologue, je sais pas. Si le sol européen possède beaucoup de lithium. Les terres rares ne sont pas rares. Voilà. Oui, mais à quel prix ? Mais peu importe, c'est une question de souveraineté, tu as dit. Et donc, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Bougeons-nous. Rouvrons massivement les mines. Rappelons Montebourg. Là, le seul truc qui me reste de Montebourg, Erwan n'est pas d'accord, mais le seul truc qui me reste de Montebourg, c'était autour des mines. Et va les chercher, les minerais. Ils sont là, ils sont partout. Tu as un petit problème avec le cobalt, mais en fait, tu en as de moins en moins besoin du cobalt dans les batteries. Il y a un problème. Donc, d'abord, je voudrais être sûr qu'il y a suffisamment de lithium à des coûts raisonnables. Si ça doit amener à ce que la voiture double de prix... Tu peux pas dire c'est de la souveraineté et derrière me dire... Non, mais la souveraineté ne se fait pas à ce niveau-là. La souveraineté se fait peut-être à réfléchir sur le passage au tout électrique plutôt. C'est ça le sujet. Erwan Tison. Je pense qu'on l'a annoncé. L'OPEP a fait ses anticipations à partir de ça. Les agents ont fait des anticipations par rapport à ça. C'est dangereux. C'est sur le même sujet énergétique. C'est dangereux d'avoir des injonctions contradictoires pendant les années. Juste un petit point. Moi, je ne prends pas position dessus. Un petit point. Si jamais, en 2035, on électrifie tout le parc automobile, ça représente, en gros, on avait fait quelques petits calculs. Tu as 18 millions de Français qui travaillent tous les jours, 1,7 million de Français en moyenne, 1,7 francs passagers par véhicule. Tu as 10 millions de véhicules à recharger tous les soirs. Ça te fait 30 gigawatts à débloquer comme énergie. Ça représente 40% du pic énergétique que tu as en heure pleine, en plein hiver. Donc ça veut dire qu'il faut quasiment qu'on double nos capacités de production. Non, il dit 15% de production électrique en plus. Je te dis pour la France. Je te dis pour la France. Parce qu'en France, on a beaucoup de... Ça, c'est calcul que nos ingénieurs avaient fait. Tu as besoin de beaucoup de bornes, etc. Non, mais tu ne la recharges pas à 19h quand tu fais chauffer le four, ta voiture électrique, justement. C'est l'avantage avec le nucléaire. C'est que tu la recharges la nuit, au moment où tes réacteurs tournent quand même un peu à vide. Oui, mais tu as quand même un pic de consommation. Pour l'instant, ils ne tournent pas. Tu as quand même un pic de consommation. Tu as quand même un pic de consommation. Et puis on utilise les centrales à charbon. Tu as quand même un pic de consommation à 30 gigawattheures qui est absolument, à 30 gigawatts, qui est quand même absolument incroyable en termes de tension sur le réseau. Moi, par contre, ce que je pense que comme question que ça pose... Ça m'échappe ton truc, Erwan. Mais bon, je te laisse, vas-y, continue. La question qu'il y a derrière, c'est la question aussi, est-ce que on n'arrive pas à la fin presque de la voiture individuelle ? C'est une chose, quand tu regardes
Sandrine Rousseau, elle n'a pas dit que des choses idiotes dans sa carrière politique. Il y a une chose qui était assez intéressante, c'était quand elle disait « Demain, la voiture ne pourra qu'être partagée ». On a bossé un peu sur le sujet de la mobilité. La voiture, tu l'utilises 2% de ton temps éveillé. Mais c'est du délire. Non, mais attends, laisse-moi finir. C'est 35 minutes, pardon. 35 minutes par jour, 2% de ton temps éveillé. Le fait de justement que tu peux avoir aujourd'hui 70% du parc automobile français qui peut être mutualisé aux alentours justement des grandes métropoles. Tu as des gestionnaires de flotte qui existent, qui font ça très bien. Tu vas en Italie par exemple, à Milan, les mecs ils sont tous en train de louer leur voiture à la minute et ça leur coûte beaucoup moins cher en termes de possession. Je vais rendre hommage à un entrepreneur formidable qui s'appelle Jean-Claude Puerto Salaver. Je ne sais pas si tu connais Jean-Claude Puerto Salaver, qui a écrit un petit bouquin, donc qui est le patron qui a fait toute sa carrière dans la location automobile. Il a fondé ADA. Ah oui. Et puis maintenant il dirige il est propriétaire d'une autre franchise dont le nom m'échappe, et qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Partage ta bagnole. C'est tout son sujet, Erwan. J'ai une affection mais énorme pour ce gars-là. Il y a 5 ans qu'il me raconte ça. Ça ne marche pas. Mais t'es sur un truc mais profond, culturel. Là, c'est la liberté. On l'a bien vu au Mondial de l'automobile. On se marchait dessus au Mondial de l'automobile. Les gens veulent voir les voitures. C'est l'accès à la liberté. L'un n'empêche pas l'autre. Ça n'est pas que culturel, c'est pratique. Non, mais je veux dire, concrètement, pour avoir grandi à la campagne où ton collège, l'emploi de tes parents est à 20 minutes de la maison, tu n'as pas de transport en commun. Tu n'as pas de transport en commun. Et aujourd'hui, habiter en banlieue, avoir plusieurs enfants, tu ne peux pas vivre sans la voiture. Dans ce cas, c'est un problème de disponibilité de la flotte. C'est pas un problème justement de possession. Ben oui, bien sûr. Mais travaillons sur la disponibilité. Si jamais mais laisse tomber, quoi. Tu vas nous ressortir une plateforme mutualisation de l'ensemble des voitures dans la rue. Non, mais parce que tu pourras pas avoir une sobriété. Des dizaines d'entrepreneurs sont venus me raconter ça, Erwan. Tu pourras pas avoir des véhicules vont coûter 30 à 40 000 euros l'unité parce qu'ils seront de plus en plus intelligents. Tu pourras pas avoir justement moins d'émissions, moins de production, la contrainte liée justement au métaux rares et le fait de conserver justement cette volonté de liberté sans casser, à mon avis, mais ça c'est mon avis, sans casser justement le côté possession individuelle. Par contre, c'est une question de disponibilité, je suis d'accord. Moi j'ai grandi au fin fond de l'Alsace aussi. Là-bas, il y a un bus qui passe à 7h et l'autre à 19h. Oui. Tu es obligé d'avoir une voiture en disponibilité, pas forcément garer 90% de ta journée dans ton garage. Tu as besoin d'avoir une solution de mobilité tout de suite. Et ça, la mobilité autonome peut offrir de très jolies solutions. Parce que tu peux la piloter, tu peux la prévoir. Non, il est possible que l'explosion du prix de la voiture amène le marché à ce genre de solution. C'est une solution de marché. Aujourd'hui, c'est peut-être pas rentable. Mais si le prix des voitures est multiplié par 2, voilà. Non, pardon les gars, mais je crois qu'il y a 20 ans que j'entends ça. Je suis en train de réfléchir là, à l'ensemble des entrepreneurs qui sont venus, et puis les noms m'échappent, mais il y a eu au moins 10-15 startups qui ont été fondées sur ce modèle, Erwan. Est-ce que tu sais, à commencer par... Le marché n'était pas mature. À commencer par celui qui... je vais raconter un petit truc. Celui qui a été le plus loin, il a d'énormes défauts, mais il a aussi quand même des qualités d'entrepreneur assez dingues, c'est Bolloré. Et c'est donc Autolib. Ah oui. Autolib, à un moment quand même, ils se sont rendus compte que c'était pour des jeunes gens la chambre d'hôtel la moins chère qu'ils puissent trouver, si vous voyez ce que je peux dire. C'est-à-dire, tu te retrouves quand même dans des situations qui sont en fait proprement ingérables. Non mais ça c'est un problème, c'est la tragédie des communs, c'est renseigné depuis... Exactement. Mais il y a des incitations pour ça, il y a des leviers pour ça, Le nudge, on a beaucoup de travaux sur le nudge justement, sur la tragédie des communs. Un mot encore là-dessus, parce qu'il nous reste 2 minutes, je ne vais pas démarrer la COP moi, ça me fait penser à un économiste qui s'appelle Alain Berthaud, qui est un urbaniste français qui vit aux États-Unis depuis 50-60 ans, qui a écrit un livre extraordinaire sur l'urbanisme. Il explique, alors il est hayekien, donc le bouquin s'appelle Order Without Design, c'est-à-dire comment tu arrives à l'ordre sans planification. Et il t'explique que la ville, c'est un marché. C'est un marché où tu as une offre qui doit rencontrer une demande, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, tous les projets de régulation d'urbanisme, notamment à Paris, tous ces projets de transition dans les transports qui, en fait, ne réalisent pas l'objectif de permettre la circulation, mais au contraire de la bloquer, sont des projets qui nous emmènent dans le mur. C'est au-delà du culturel, c'est même économique. Une ville où il n'y a pas de circulation, où il n'y a pas la possibilité de circuler vite,
Et rapidement, c'est une ville qui va dépérir. La ville du quart d'heure que vante la maire de Paris, pour moi, je trouve ça, mais c'est maurassien, quoi. C'est désespérant. Mais quel rapport avec la voiture électrique? C'est très intéressant, mais j'arrive pas à raccrocher le wagon. Parce que ça rejoint le débat qu'on avait à l'instant. C'est-à-dire que, en tout cas dans mon esprit, si on n'arrive pas à avoir des solutions, quand on parle de solutions de partage et autres, il faut que ce soit des solutions qui soient accessibles rapidement, qui soient disponibles en permanence pour permettre la circulation. C'est-à-dire que si on est dans des solutions type la voiture Autolib qui est au bout de la rue ou au bout de ta ville de banlieue, etc., c'est pas comme ça qu'on va réaliser la mobilité verte. Bon, en tout cas, retenez, si vous êtes électeur LR, que si vous refusez l'immigration de travail, vous validez les 35 heures. Et les pré-retraites. Et les pré-retraites. Je vous laisse sur cette réflexion et on se retrouve demain.